Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre leçon inaugurale dans la peau d'Archimède. Nous allons nous intéresser ici à une deuxième réussite technique par notre ancêtre, à savoir la spirale d'Archimède, celle que vous voyez à l'écran. Archimède démontre que l'air balayé par la spirale, celle que je suis en train d'assurer ici, est le tiers du cercle C. Autrement dit, l'air de la spirale S divisé par l'air du cercle C est égal à 1 sur 3. J'espère que vous vous souvenez que l'égalité entre deux quotients signifie ce que représente l'aire de la spirale par rapport à l'aire du cercle et la même chose que représente le nombre 1 par rapport à 3. Disons les choses clairement, il est fou cet Archimède. Comment a-t-il pu penser à cette courbe? À quoi peut-elle bien servir? Et comment arrive-t-il à démontrer que cette fameuse aire est le tiers de l'aire du cercle? Pour commencer, Archimède donne une définition mécanique de sa spirale. Il s'agit en effet de la courbe engendrée par un point animé d'un mouvement rectiligne uniforme sur une droite elle-même animée d'un mouvement de rotation uniforme autour d'un centre. What? Qu'est-ce que c'est que cette définition? Si vous n'avez pas compris grand-chose, ne vous inquiétez pas, car GeoGebra nous permettra de visualiser ce qui se passe. En effet, on voit que le point A se déplace avec une vitesse constante sur la droite rouge. Pendant ce temps-là, cette droite fait une rotation uniforme autour du point O pour engendrer notre fameuse spirale d'Archimède. J'espère que cette façon de faire ne vous choque pas, car l'on peut définir de la même façon un cercle comme étant engendré par un point fixe sur une droite qui est animé d'un mouvement de rotation uniforme autour d'un centre. Cette définition permet bien d'obtenir un cercle. L'on voit ici que mon point A gravite autour du point O pour engendrer le cercle de centre O et de rayon OA. Et comme vous le savez, le moyen mécanique permettant de dessiner une telle courbe, c'est-à-dire un cercle, est le compas. On peut tout aussi inventer un moyen mécanique à partir de la définition mécanique d'une spirale afin de dessiner celle-ci. D'où l'utilité des définitions mécaniques. Avant donc de commencer notre étude de la spirale, tâchons de déterminer son équation. Ah, parce que ce machin admet une équation? Oui, il en admet une et elle va nous permettre d'étudier quelques propriétés intéressantes de la spirale. Et pour ce faire, nous allons utiliser le repérage en coordonnées polaires au lieu de celui en coordonnées cartésiennes. Je vous en fais tout de suite une petite digression. En effet, pour opérer un point sur une droite, par exemple supposons ici qu'on a uniquement l'axe des abscisses, sur lequel on aimerait repérer un point A. La toute première chose à faire est bien entendu de se fixer une origine, c'est-à-dire un point par rapport auquel je vais repérer les autres points. Ainsi, par exemple, pour repérer le point A qui est ici, il suffit de lire son abscisse qui signifie en fait que notre point A ici est à 4 unités à droite de O. Par ailleurs, pour désigner un point qui est à 4 unités à gauche de O, bien sûr, on utilise ici les nombres négatifs. Sans quoi, il serait impossible de distinguer un point qui est à 4 unités de haut sans dire s'il est à droite ou à gauche de haut. Maintenant, il est très facile de repérer n'importe quel point sur l'axe des abscisses. Ici, par exemple, je vous dis que je suis situé à -5 sur l'axe des abscisses. Cela signifie que je suis à 5 unités du point O à gauche de ce point. Passons maintenant au repérage sur un plan. Un seul nombre suffit-il pour repérer un point sur un plan? Si par exemple on prend le point M qui est ici, on voit que son abscisse vaut 4, mais préciser seulement l'abscisse du point M suffit-il à repérer ce point de façon exacte? La réponse est non, puisque dans le plan, il existe une infinité de points d'abscisse égale à 4, par exemple le point N qui est ici, le point P qui est ici, et plus généralement une infinité de points qui sont tous situés sur la droite d'équation x égale 4. Ainsi, pour connaître la position exacte d'un point dans un plan, nous avons besoin d'introduire une deuxième coordonnée qu'on note généralement par la lettre y et qu'on appelle l'ordonnée du point M. Ici, par exemple, le point M a une ordonnée égale à 5, et donc dire que le point M est de coordonnée 4, 5 signifie que son abscisse vaut 4, son ordonnée vaut 5, et cela permet de le positionner de façon exacte. Cette façon de repérer des points s'appelle la façon cartésienne et nous donnons dans ce qui suit quelques applications de ce mode de repérage. Soit en effet c'est le cercle de centre O et de rayon égal à 1, et soit M a un point de coordonnées x, y situé sur ce cercle. La question qu'on se pose ici c'est: y a-t-il un lien entre x et y quand M se balade sur le cercle? La réponse est oui, et ce lien est ce qu'on appelle l'équation du cercle de centre O et de rayon égal à 1 donnée par x carré plus y carré égale à 1. Cela signifie en clair que si M est un point de coordonnées x, y situé sur le cercle, alors on a forcément x carré plus y carré égale 1. La réciproque est en fait vraie aussi, c'est-à-dire que si un point M de coordonnées x, y vérifie x carré plus y carré égale 1, alors on sait forcément que ce point est situé sur le cercle.
Par exemple, avec un petit calcul algébrique, on sait que le point A de coordonnées 1,5 racine de 3 sur 2 appartient bien au cercle unité de rayon égale 1 et qui a pour équation x carré plus y carré égale 1. Et ça, c'est parce que, en fait, 1,5 le tout au carré, qui est x carré, plus racine de 3 sur 2 le tout au carré, vaut 1 sur 4 plus 3 quarts, ce qui donne bien 1. Et donc, en fait, les coordonnées du point A ici vérifient bien l'équation du cercle et on en déduit que A appartient bien au cercle C. J'espère que vous savez aussi que nous pouvons caractériser n'importe quelle droite du plan avec une équation de la forme AX plus BY plus un certain C égale 0. Cela signifie que si cette droite verte ici a pour équation donc D AX plus BY plus C égale 0, et si un point M de coordonnées x0, y0 appartient à la droite D, alors on sait que ax0 plus by0 plus c est égal 0. La réciproque est vraie aussi, c'est-à-dire que si un point M de coordonnées x0, y0 vérifie cette équation, cela signifie que M appartient bien à la droite D. On voit bien que l'on peut établir avec les coordonnées cartésiennes un pont algébrico-géométrique afin de traduire tout problème de géométrie en problème d'algèbre, et vice-versa d'ailleurs. Le système de coordonnées cartésiennes n'est pas souvent le meilleur moyen pour caractériser des objets géométriques, et il existe une autre manière permettant de repérer les points dans un plan, à savoir les coordonnées polaires. Soit en effet M, un point du plan. Je prétends alors que pour connaître la position exacte de notre point M, il suffit de connaître l'angle θ qui est ici, entre l'axe des abscisses et la droite OM, mais pas seulement parce qu'il y a une infinité de points qui font cet angle θ avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire tous les points qui sont sur la demi-droite OM ici. Nous avons donc besoin d'une deuxième donnée, c'est-à-dire la longueur OM qu'on dénote R généralement, et qui permet de situer le point M sur la droite OM par rapport à notre point d'origine qui est O. On dit alors dans ce cas que le point M est de coordonnées R et θ, où R est une longueur et θ est un angle. Dans ce système de coordonnées, l'équation du cercle unité devient tout simplement R égale 1. C'est-à-dire que les points qui appartiennent au cercle unité sont tout simplement les points qui vérifient R égale 1. C'est d'une incroyable simplicité par rapport à l'équation x carré plus y carré égale 1, n'est-ce pas? De même, l'équation de la droite y égale x, qui est la première bisectrice du repère et qui fait un angle ici égal à pi sur 4, et d'équation θ égale à pi sur 4. Aussi simple que ça. Alors pour que ce soit totalement vrai, il va falloir ici accepter des longueurs négatives, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là et je ne m'attarderai pas davantage sur les systèmes de coordonnées. Mais notez tout simplement que l'on peut passer du système de coordonnées cartésiennes au système de coordonnées polaires et vice-versa avec un tout petit peu de trigonométrie. Je reviendrai longuement sur ce sujet dans une autre vidéo. J'aimerais tout simplement ici l'utiliser afin de déterminer l'équation de ma spirale. Soit donc le point M de coordonnées ici R et θ, c'est-à-dire que la longueur OM vaut petit r et l'angle AOM vaut θ. On suppose naturellement qu'à l'instant t égale 0, là où il ne se passe rien du tout, notre point M est situé à l'origine du repère, c'est-à-dire est confondu avec le point O. Puisque le point M se balade en suivant un mouvement rectiligne uniforme sur la droite rouge avec une vitesse constante qu'on notera V, alors on peut écrire que R est égal à V fois T, c'est-à-dire la vitesse constante fois le temps. Nous savons par ailleurs que pendant ce temps-là, la droite OM qui est en rouge suit un mouvement de rotation uniforme autour du centre O. Si θ désigne donc l'angle que fait la droite par rapport à l'axe des abscisses, alors on peut écrire que θ est égal à oméga fois t, où oméga désigne la vitesse angulaire de la droite OM, qu'on prend ici bien entendu constante. Ce système d'équations est équivalent en fait à R égale à V fois t, et puis à t égale à θ divisé par oméga. Si maintenant on substitue cette équation dans celle-ci, on obtient que R est égal à V fois θ divisé par oméga, ou encore V divisé par oméga fois θ, qui est égal à A fois θ, où A désigne ici le nombre V divisé par oméga. L'équation de notre spirale s'écrit donc sous la forme R égale à A fois θ. Cela signifie que si M se balade sur la spirale, alors sa première coordonnée qui est égale à R vaut A fois l'angle θ. J'espère que vous avez compris ici pourquoi est-ce que j'ai écrit R égale à V fois t et pourquoi est-ce que θ est égal à oméga fois t. Et sinon, il faudra revenir à la définition d'une vitesse afin de mieux comprendre ces équations. Dans notre cas particulier ici, j'ai pris A égale 1, c'est-à-dire la vitesse V égale à la vitesse angulaire oméga, auquel cas l'équation de la spirale devient R égale à θ tout simplement. Revenons maintenant à nos moutons et je vous rappelle que l'on aimerait ici démontrer que l'air ici balayé par la spirale vaut le tiers de l'air du cercle.
Pour ce faire, Archimède le malin a approché l'air balayé par la spirale avec des secteurs circulaires. Et regardez ce qui se passe, plus j'augmente n, plus l'air des secteurs circulaires se rapproche de l'air de la spirale. Et si n devient très grand, alors ici ça bug un peu puisque ça demande à faire beaucoup de calculs, eh bien je vois bien que cet air devient de plus en plus proche de l'air de la spirale. Ainsi, pour approcher l'air de la spirale, il suffit donc de calculer la somme des aires des secteurs circulaires. Et nous allons voir que cette tâche est relativement facile. Malin, n'est-ce pas? Allons-y donc. Archimède commence par diviser le cercle en n secteurs égaux et l'angle que l'on voit ici, ou même ici, qui est le même bien entendu, vaut 2π divisé par n. Puisqu'un tour complet, je vous le rappelle, fait 2π. Donc si je divise le cercle en n secteurs égaux, eh bien chacun fait un angle de 2π sur n. Maintenant, pour connaître l'aire de chacun des secteurs ici, qui sont au vert, que je suis en train d'assurer, eh bien il suffit de connaître les longueurs OA1, OA2, OA3, OA4, etc. Je vous rappelle que l'équation de la spirale est R égale à θ, et cela signifie que la longueur OA1 ici est exactement l'angle qui est ici, c'est-à-dire 2π sur n. Ainsi, on en déduit que OA1 égale à 2π divisé par n, que l'on va ici noter B. Maintenant, la longueur OA2 correspond en fait à 2 fois 2π sur n, c'est-à-dire à 2 fois OA1, et on obtient ainsi 2 fois B. Pareil, la longueur OA3 correspond à un angle qui est 3 fois 2π sur n, qui est ici, et on peut écrire ça sous la forme OA3 égale à 3B, et plus généralement, OAK vaut K fois B. Le dernier terme de cette suite de longueurs est celui que vous voyez ici, c'est-à-dire OAN-1, qui est égal à n-1 fois B. Maintenant, pour calculer l'aire ici du premier secteur S1, eh bien Archimède dit tout simplement que cette aire est l'aire du cercle de centre O et de rayon OA1 divisé par n. Autrement dit, l'aire du premier secteur S1 est égale à l'aire du cercle C1, le tout divisé par n. Il en fait de même du coup pour le deuxième secteur S2. Il dit donc que l'aire de S2, c'est l'aire de C2 que l'on ne voit pas ici, mais que l'on peut imaginer si on continue à dessiner le cercle, le tout divisé par n, et plus généralement l'aire du secteur SK, c'est l'aire du cercle CK, le tout divisé par n. Je vous rappelle qu'Archimède voudrait démontrer que l'aire de la spirale divisé par l'aire du grand cercle C vaut 1 tiers. Donc, au lieu de déterminer l'aire de chacun de ces cas ici, il va plutôt évaluer l'aire de CK, le tout divisé par l'aire de C, que l'on va évaluer tout de suite ensemble. Sur le dessin, Archimède voudrait savoir en réalité combien vaut l'aire de ce cercle ici, par exemple, ça c'est le premier cercle, par rapport au cercle C, le grand cercle qui est là. Pour ce faire, Archimède va utiliser une proposition qui est dans les éléments d'Euclide, à savoir si C1 est un cercle de rayon R1 et C2 est un autre cercle de rayon R2, alors l'aire de C1 divisé par l'aire de C2 est égal à R1 au carré, le tout divisé par R2, le tout au carré. Je vois que certains d'entre vous sont perplexes par rapport à cette façon de faire et se disent mais pourquoi donc ils n'utilisent pas que l'aire de C1 est tout simplement pi fois R1 au carré, qui est la formule bien connue pour l'aire d'un cercle. Eh bien je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas encore parlé du nombre pi et que Archimède part des travaux d'Euclide dans lesquels pi n'est pas encore évoqué explicitement. Maintenant, si on applique cette formule à notre problème, on obtient que l'aire de CK divisé par l'aire de C, eh bien c'est égal à OAK le tout au carré, et ça c'est parce que le rayon de CK est égal à OAK, le tout divisé par le rayon du grand cercle qui est ici en fait égal à 2π, puisque quand notre droite va faire un tour complet, eh bien l'angle θ ici sera égal à 2π, et donc le grand rayon est lui aussi égal à 2 fois π. Ainsi, on obtient ici 2π le tout au carré. Et je vous rappelle qu'on a vu que OAK était égal à K fois B ou encore K fois 2π sur n, donc le tout au carré ici, le tout divisé par 2π le tout au carré. Et après un simple calcul, on obtient K au carré, le tout divisé par n carré. Je prétends en fait que c'est bientôt fini et je vous demande donc de rester concentré. Je réécris donc les choses proprement. Je sais que l'aire de chacun des secteurs SK vaut l'aire de CK le tout divisé par n. Mais je sais aussi maintenant que l'aire de CK divisé par l'aire du grand cercle C vaut
k au carré, le tout divisé par n au carré. Cela implique en particulier que l'aire de SK divisé par l'aire du cercle C, eh bien ça vaut k au carré, le tout divisé par n carré, le tout divisé par n. Autrement dit, k au carré divisé par n au cube. Je rappelle maintenant que je suis à la recherche de la somme des aires des secteurs et donc en fait ce que je vais faire ici c'est évaluer la somme A de S1 le tout divisé par A de C plus A de S2 divisé par A de C plus A de S3 divisé par A de C jusqu'à donc A de Sn-1 le tout divisé par A de C. Ce que j'aimerais savoir, c'est quand n devient très grand, pourquoi est-ce que cette somme-là, donc quand n tend vers plus l'infini, elle se rapproche de plus en plus de 1 tiers. Ah ah, c'est une valeur qu'on connaît celle-là. Je réécris donc les choses proprement. Je sais que A de SK, le tout divisé par A de C, ça vaut donc K au carré, le tout divisé par N au cube. Et j'aimerais évaluer la somme A de S1 divisé par A de C, plus A de S2, le tout divisé par A de C encore, jusqu'à ce que j'arrive à A de Sn-1, le tout divisé par A de C. Par la formule qui est ici, je sais que c'est égal à 1 au carré le tout divisé par n au cube, plus 2 au carré le tout divisé par n au cube, plus encore 3 au carré le tout divisé par n au cube, jusqu'à ce que j'arrive à n-1 le tout au carré, le tout divisé par n au cube. Et je peux factoriser toute cette somme par 1 sur n au cube, j'obtiens 1 sur n au cube, le tout fois 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à ce que j'arrive à n-1 le tout au carré. Incroyable, cette somme ne vous rappelle rien? Il s'agit en effet de la même somme qu'on a vue pendant notre première leçon. Et je vous rappelle qu'on a visualisé géométriquement que cette somme tend vers le nombre 1 tiers. Oh, mais c'est magique ça! La seule différence, bien sûr, c'est que j'appelle ici ma variable n au lieu de l'appeler b. Je peux donc conclure directement que cette somme tend vers 1 tiers quand n devient très grand. Cela ne termine pas notre démonstration en réalité parce que ce qu'on vient de faire est tout simplement de démontrer que l'aire des secteurs circulaires intérieurs à la spirale tend vers 1 tiers quand n devient très grand. Mais comme je vous ai expliqué dans la première leçon, il faut aussi le faire de l'extérieur et démontrer que cette même aire tend vers 1 tiers pour en déduire que l'aire de la spirale vaut bien 1 tiers de l'aire du cercle. Je vous montre donc ce qui se passe de l'extérieur, mais je ne ferai pas les calculs. Et d'ailleurs, ça serait un bon exercice pour vous. Ici, quand j'augmente n, je vois bien que l'aire des secteurs circulaires tend de plus en plus vers l'aire de la spirale d'Archimède. Bingo! Il suffit donc par un simple calcul de montrer que l'aire extérieure divisée par l'aire du cercle tend vers le nombre 1 tiers. Après cette belle excursion dans l'esprit archimédien, je dois avouer qu'Archimède ne procédait pas de cette manière et ne faisait aucun passage à la limite comme je viens de le faire, puisque l'infini était mal maîtrisé par les écoles grecques. Notez toutefois qu'Archimède utilise une autre méthode due à Eudoxe d'Eucnide, qui est connue sous le nom de la méthode de l'exhaustion, qu'on inspectera dans une prochaine vidéo. Pour terminer, j'aimerais rajouter quelques précisions sur la spirale d'Archimède. En fait, notre savant l'utilisait pour répondre à des questions de constructibilité à la règle non graduée et au compas, qui est le problème principal de la géométrie grecque. J'imagine que beaucoup d'entre vous ignorent de quoi je parle. Bien sûr, ce n'est pas de votre faute, mais faute de quelques folies pédagogiques, présentant la géométrie euclidienne comme une collection de théorèmes isolés sans aucun but précis. Je reviendrai longuement donc sur les problèmes grecs dans d'autres vidéos, quand je m'attaquerai précisément à la géométrie analytique. Merci pour votre écoute et à très bientôt.